Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Je vous accueille à nouveau. Bonjour, c'est Patrick de Carvalho. Vous êtes sur le podcast Je ne perds jamais. Et aujourd'hui, alors là, je reçois une pointure, une femme entrepreneur, mais c'est surtout une podcasteuse professionnelle. C'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit podcasteuse, hot podcast en anglais, podcasteur. Je ne sais pas quand ça se conjugue. C'est une vraie question. Hein, c'est comme entrepreneur. On ne sait pas s'il faut dire entrepreneuse ou entrepreneur avec un E à la fin. Bon. En tout cas, c'est un véritable plaisir. J'accueille Céline Steyer, qui est voilà une illustre professionnelle qui a, avant de plonger dans le podcast, qui a fait 18 ans, ce qui est pas négligeable du tout, de marketing, je crois, dans du branding, du growth, hein, plutôt dans des entreprises médias. Tu vas nous raconter ça, Céline. Je suis ravi de t'accueillir ici. Bienvenue. Merci beaucoup, Patrick, pour l'invitation. Effectivement, je viens de passer majeur de 18 ans en marketing. La majorité en marketing. La majorité, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est fait. J'ai mon bac. Ça, c'est fait. Toi, avant de basculer, hein, de basculer du CDI, hein, CDI, contrat de travail, salarié, à donc ta boîte en tant qu'entrepreneur. Tu as eu quoi? Un parcours académique? Tu as fait des études classiques entre guillemets, école de commerce? Oui, effectivement. Effectivement, c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui quand on se présente, hein, c'est le parcours classique, voilà, qui est sans embûche. On passe son bac, on fait prépa, HEC, puis on rentre en école de commerce. Et quand on en sort, on fait un stage qui doit déboucher sur un boulot. C'était il y a 15 ans, c'était la voie hyper classique. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, c'est presque has-been de dire ce parcours. Donc oui, moi en fait, je suis tombée dans le marketing très tôt en fait. J'ai toujours aimé ça, créer. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'allais dans le bureau de mon père et je prenais tous les magazines LSA qui étaient des magazines qui présentaient des produits qui sortaient en grande consommation. Et j'adorais regarder les lancements de produits, les nouveaux produits et du coup ça me passionnait. Et donc tout naturellement, quand j'étais en école de commerce, je me suis dit bon allez, tac, je vais me lancer dans le marketing. Et je suis tombée plutôt dans l'entertainment, dans le divertissement, donc dans les médias. Un peu, alors, par le plus grand des hasards, parce qu'à l'époque, j'avais un petit copain qui avait fait un stage dans la maison de production de Luc Besson, qui s'appelait EuropaCorp. Et c'était au tout début des années 2000, donc c'était l'âge d'or des DVD. Et ça m'avait passionné. Je me disais, mais moi aussi, je veux faire ça, je veux travailler le marketing des films et lancer derrière le film en DVD. Un environnement de cinéma, l'univers du cinéma. Les paillettes, tu as les paillettes et tout. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée, que j'ai postulé, en fait, en sortant d'école. J'ai fait d'abord une année de césure et puis je voulais à tout prix bosser dans l'univers du cinéma. Alors, j'ai pas de suite été prise. Je crois que j'ai commencé chez IBM. Et un jour, Universal m'a appelé, Universal Studios, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Bon, écoute Céline, est-ce que tu voudrais faire ton stage ?» J'étais en année de césure et je me rappelle avoir demandé à mon père, parce que je travaillais chez IBM, donc je devais gagner le SMIC, tu vois. Et puis, à l'époque, les stages, c'était 300 €. Et mon père, il m'avait dit « Mais Céline, comment tu comptes
payer ton loyer. Tu vas manger des DVD là en faisant ce stage chez Universal. Et j'ai dit non mais tu verras papa, je vais me débrouiller, tu verras, je vais m'en sortir. Et effectivement, je m'en suis sortie. Je pense que j'ai fait un petit système D. Je faisais des brocantes et tout pour vendre des vêtements, des choses pour avoir un peu d'argent. Et c'est comme ça en fait que je me suis lancée. À la sortie de mes études, j'ai dit moi j'ai qu'un objectif, c'est bosser dans les médias. Et donc, j'ai envoyé mes CV chez Warner, chez Pathé, chez M6, chez TF1. D'accord. Ouais. Et j'ai été prise. Alors, j'ai été prise un petit peu par aussi. Alors, c'est un coup, je sais pas. J'avais passé 4 entretiens chez M6. Donc, c'était la filiale de M6 Interaction. Je sais pas si tu te souviens de tous ces c'était M6, tous M6 Web et il y avait tous ces. Voilà, M6 Web, il y avait Fan 2, le magazine, Hit Machine, et en fait, c'était toute la diversification des stars qui se lançaient à l'époque en télé-réalité. Donc, tu avais Ozone, tu avais Matt Pokora, tu avais les comment elle s'appelait, les quadricolores, enfin je me souviens, enfin les Link, les Watford, voilà, c'était le début de Love Story, il y avait un truc hyper glamour pour moi. Et je passe 4 entretiens chez M6 Interaction. Vraiment de RH, chef de produit et même jusqu'au DG. Voilà, là c'était tout le processus quasiment. J'avais tout, j'étais venue, je faisais mon école à Grenoble et donc j'étais revenue plusieurs fois. Et là, je reçois une lettre de refus. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas être refusée après avoir fait ces 4 entretiens. tu prends pas du temps du DG d'une boîte de 100 personnes pour ensuite être refusée. Je me dis, c'est pas possible. Et là, j'appelle la personne que j'avais en contact et je lui dis, bon, alors... j'aimerais savoir pourquoi je suis refusée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le blanc. Ah mais non, mais t'as pas du tout été refusée, t'as été prise. Et en fait, il y avait une erreur dans leur système et ils m'avaient envoyé une lettre de refus. Voilà, mais tu vois, si j'avais pas appelé, si tu vois, voilà. Wow. Et donc c'est comme ça que j'ai été prise en tant que chef de produit chez M6 Interaction et ça a été vraiment la meilleure. Enfin, il y a eu 2 expériences absolument magiques dans ma vie, mais ça a été la chance de ma vie, l'opportunité de ma vie. Ouais, c'était le passage obligé. Je me suis vraiment éclatée. Je travaillais sur un business qui n'existe plus trop, qui était les collections que tu vendais en kiosque, comme les éditions Atlas. C'est ton numéro 1 avec une petite tout à fait. C'est Altaïa. Je vois très bien. Voilà. Tu vendais le numéro 1 à 1,99 et le numéro 3 à 14,99. Et voilà. C'est un business qui était passionnant. C'est un business de l'abonnement. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé pendant 5 ans. Et puis ensuite, est arrivée la crise. C'est comme on était sur le business de la presse. Ouais, c'est ça. Il y a eu 2008 là, 2008, voilà, 2009. 2008. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a eu 2008, 2009. Il y a eu un peu des voilà. Et puis moi, j'ai trouvé un job dans le jouet parce que voilà, j'aimais beaucoup ce côté licence, diversification, travailler le produit de A à Z, enfin vraiment être maître de ma gamme de produits. Et j'ai travaillé pendant 2 ans pour un fabricant de jouets. Donc j'ai beaucoup travaillé avec la Chine. Donc ça, c'est une autre expérience. C'est encore une autre corde à ton arc. Là. Oui, tout à fait. Ouais, beaucoup plus international, beaucoup plus sales, parce que en fait, moi, mon rôle, c'était de présenter, de faire des salons et de présenter à tous les commerciaux, les acheteurs des grandes surfaces, des centrales d'achat, des gammes de produits. Et voilà. Donc c'était vraiment, c'était passionnant. Et puis j'ai eu un appel. Un jour d'un copain de mon ex-boss chez M6. Les rencontres, le réseau. Important, le réseau. Et puis, il m'a dit, écoute, nous, on est une boîte qui fait de la sonnerie, du contenu sur mobile. Donc, là, on est début 2010. Et donc là, tout le monde a vu ces pubs en télé. Envoie Love au 71010, c'est un astrologue, t'es clair. Envoie Tello au 81212, ou Captain Alert, ou Crazy Frog, ou je sais quoi. Et donc, c'était ce business-là, du contenu à télécharger sur ton mobile. Et on s'est pas croisé à ce moment-là, mais moi j'ai fait un passage chez Orange. Donc j'ai connu tout ça. J'ai connu toute cette période où on faisait les sonneries et logos à télécharger, les jeux Java. C'était avant l'arrivée de l'iPhone, etc. Et c'était tout cet Internet mobile qui se lançait. C'était incroyable. Il y avait et c'était même avant les régies. C'était avant Facebook Ads. C'était avant même l'abonnement Free, parce que Free a complètement cassé le marché. Donc il y a vraiment eu
c'était le boom. Et donc, moi, je suis arrivée là, j'étais responsable donc marketing de toute la partie offline, donc toutes les pubs en télé. Et ensuite, j'ai pris la partie direction du produit chat, SMS. D'accord, donc, envoie love au 71010 ou envoie chaude au 62666. Et ça marchait, Céline, ça marchait, Bien sûr, c'est cartonné, bien sûr. Ouais, bien sûr, oui. Et puis moi, j'ai développé, enfin, pour la petite anecdote, c'était le tout début des anges de la télé-réalité. D'accord. Donc, j'allais chercher mes égéries. Aujourd'hui, on dirait des influenceuses. Ouais, les influenceurs, tout ça. Mais j'allais les chercher dans les anges de la télé-réalité. Donc, il y avait Marie Cresto, il y avait Nabila. Nabila, moi j'avais dit à mon boss, Nabila, elle n'avait pas encore dit non mais allô quoi. J'avais dit Nabila, je la veux sur le chat, je la veux. J'ai fait un rendez-vous avec Nabila et Clara Morgan à cette époque-là pour monter toute une offre. Ouais. Et elle est partie sur les anges de la télé-réalité. Elle a dit non mais allô quoi. Et du coup, quand elle est revenue, sa maison de prod a tout verrouillé de son côté et nous, on pouvait pas signer avec elle. On avait sorti, non, mais on a quand même surfé sur la sonnerie. Hein. On n'est pas, on est quand même des marketeurs à la base. J'ai connu vraiment cette époque de l'intérieur. Hein. J'étais chez l'opérateur telco, j'étais chez Orange et franchement, c'était un business de fou. Hein. Ça faisait des sacrées fortunes. Et d'ailleurs, on était tellement là-dedans. Que clairement, on a eu une sacrée gueule de bois, disons-le comme ça, quand l'iPhone a été lancé, je le rappelle, en exclusivité par Orange en France. C'était Orange qui a lancé l'iPhone, les autres n'avaient pas le droit de le vendre. Pendant un an, c'était l'iPhone tout seul. Et un an après, il y a eu l'Apple Store. Et quand il y a eu l'Apple Store et qu'on avait des applications qui étaient possibles sur le téléphone, tout s'est effondré. Les sonneries, les logos, les trucs à télécharger, tout ça a plongé complètement parce que désormais, c'était les applis qui ont pris le pas sur le divertissement, sur les contenus médias. Et il a fallu réinventer un modèle. Les règles déonto et juridiques étaient beaucoup plus strictes. Très compliqué. C'était plus compliqué parce que nous, typiquement, notre cible, c'était des jeunes qui s'abonnaient sur le forfait de leurs parents. Donc, il y a eu un peu une réglementation qui s'est mise en place. Et donc, dans cette entreprise, j'ai vraiment fait tous les jobs. J'ai fait du offline, j'ai fait la direction produit, j'ai fait la direction internationale de la performance, du growth. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Tu as vraiment poncé le sujet du marketing produit, le branding, tous les aspects du marketing, en particulier digital, puisqu'il y avait de la déclinaison sur du mobile, sur du web et tout ça. Donc, oui. Ouais, exactement, sur toute la partie digitale. Et ça me fait vraiment rire parce que c'était le début des années 2010. Et aujourd'hui, tu vois, quand on parle de growth, de choses comme ça, attendez les cocos, enfin nous on est dedans depuis ça fait longtemps qu'on fait ça. 12 ans, on a vu comment s'est construit Facebook Ads, on a vu Google à l'époque, moi c'était AdMob. Donc c'était encore complètement AdMob qui s'est fait racheter par Google, hein. Ça a été Google qui a racheté pour des centaines de millions de dollars, qui ont racheté la régie AdMob. C'est exactement ma période et mon époque, hein. On est de la même génération. On est de la même époque. On a vu naître et on a vu arriver tous ces acteurs GAFAM qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Et ces nouveaux usages. Ces nouveaux usages, c'était voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, nous on pubait beaucoup en presse sur le chat, et puis ça s'est écoulé. Et j'ai eu envie de, on va dire ce qui est, hein, c'est quand même un business qui est très opportuniste, qui est très héroïste, où le branding et on travaille très peu nos personas. Ce qui est un peu un comble dans le marketing, avec des campagnes. Hein, c'est beaucoup de masse. Ça s'adresse à une masse énorme. C'est un très grand public comme sujet en fait. C'est pas du ciblage là. C'est pas du B2B. C'est vraiment la ménagère. Tu vois les jeunes, les tranches, la ménagère, etc. C'est vraiment très très grand public. Ouais, tout à fait. C'est très grand public. Et puis est arrivé les plateformes vidéo. On faisait beaucoup de business sur la vidéo aussi sur ce. Donc voilà, il y a eu un passage un peu plus compliqué. Et puis à ce moment-là, moi, j'avais envie, c'était vraiment le début des années 2016-2017. Donc vraiment on va dire, la Startup Nation. Hein. On était en plein dedans. J'avais bossé dans des grands groupes et j'avais envie de travailler dans une plus petite structure, dans une start-up. Alors,
pas tout de suite. C'est-à-dire que j'ai mis un temps. Je me suis dit, est-ce que je me lancerais pas un peu en freelance parce que j'allais. Oui, mais ça a duré très peu de temps au final. Je faisais beaucoup les conférences d'Oussama Ammar, à The Family. J'étais biberonnée à cette époque-là, 2010. C'était exactement. C'est ça, c'est 2010. Oui, alors, c'est 2010, mais 2015, moi, je faisais les conférences, c'était Coup d'État qui était derrière. Il y avait Oussama, tout le programme de formation avec les vidéos YouTube et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette époque-là qui a baigné l'écosystème startup en France. Ils ont complètement participé. Enfin, moi, je loue tout ce que The Family a fait à l'écosystème et même aux personnes qui n'étaient pas forcément dans l'écosystème et qui avaient envie d'apprendre. Moi, j'apprenais en fait sur le tas, sur toute cette partie-là. Et en fait, j'ai eu un court passage freelance, mais en fait, à l'époque, tu vois, c'était 2017. Il n'y avait pas encore tous les outils d'aujourd'hui. On n'était pas sur. On nous apprenait pas. Tu vois, même là. Toi, tu parles beaucoup d'entrepreneuriat. Moi, je me considère pas vraiment comme entrepreneuse. Je me considère un peu plus comme solopreneuse. Aujourd'hui, en tout cas. Mais cette notion que tu peux apprendre des compétences par toi-même, que tu peux avoir ton business, qui n'est pas forcément de la vente de temps. Et à l'époque, c'était que de la vente de temps. À l'époque, tu faisais que de la vente de temps. Voilà, c'était que de la presta. Tu dis, OK, vas-y, balance ton devis, c'est quoi? T'es à combien de l'heure, à combien de la journée? Et ça, c'est la catastrophe. C'est la cata pour faire du cash et du business. Ça. Et en 2010, et il y a 5 ans, on était vraiment sur du presque 80-20, où c'était 80%, c'était de la vente de temps. Il n'y avait pas vraiment d'outils pour faire des formations en ligne, il n'y avait pas d'outils pour faire des petits produits, genre un petit manuel pour expliquer ce qu'était le podcast, tout. Donc, voilà, on était vraiment aux prémices de quelque chose. Et j'ai fait une démission freelance et il y a une mission freelance qui s'est concrétisée en CDI dans une boîte tech qui du coup m'a un peu sorti de ce marketing très masse, très GAFA, etc. pour quelque chose d'un peu plus, j'ai envie de dire, éthique, même si j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas le produit était, c'était un produit qui était tech, qui était open source, donc c'est vraiment une autre philosophie. Et donc mon objectif au marketing, c'était de promouvoir ce produit sans faire d'acquisition payante, donc avec uniquement j'imagine de l'organique. J'avais pas de budget, donc il y avait une création d'une communauté. Tu sais, c'était à l'époque, on faisait des meet-up tech. Donc en fait, je suis rentrée dans cet univers très tech qui m'a beaucoup appris, qui m'a appris que la tech, c'est un milieu qui est très spécial, c'est un milieu de développeurs, voilà, et où je pense que j'étais pas très clairement à ma place. Moi, je suis une marketeuse, j'aime le divertissement et pour certains produits, tu peux pas faire du divertissement, ça marche pas, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au sujet podcast. Voilà, j'écoutais des podcasts. Puis un soir, je venais de devenir maman, ma fille avait 1 an et je prends un livre dans ma bibliothèque, Les culottés de Pénélope Bagieux, qui est une autrice de BD, je ne sais pas si tu connais, mais qui est très connue. Je suis fan de BD, donc pour le coup, je connais. Voilà, culottés. Et puis je commence à lire les histoires. Ma fille, mais 1 an, elle n'en a rien à faire, mais en tout cas, elle sourit. Et moi, en lisant cette histoire, je me dis... mais tiens, mais pourquoi moi, je n'irais pas interviewer des femmes plutôt d'aujourd'hui, des Françaises, qui sont dans le quotidien, et j'en fais un podcast. Et donc, je me suis intéressée à ça, et j'ai fait une formation toujours à The Family qui s'appelait Gold Up à l'époque, qui était tenue par Alice Zaguri. C'était que pour les femmes, je crois. C'était vraiment l'entrepreneuriat par les femmes, pour les femmes, quoi. C'était vraiment parce qu'en fait, est-ce que tu comptes que 90% des dossiers qu'elle recevait à The Family, de candidature, étaient tenus par les hommes. Et pourquoi? Voilà. Et donc, elle a réussi à construire cet écosystème féminin d'entrepreneuses ou en tout cas de femmes qui avaient envie de porter un projet, qu'elle soit en poste ou qu'elle lance sa boîte. Et moi, ça me tenait à cœur de lancer ce projet. Donc, j'ai lancé ce podcast à la veille de mon 2e accouchement.
D'accord, ouais, parce que pendant ce temps-là, la vie avance et il y a les enfants qui arrivent, etc. Et tu te retrouves. Il y a le confinement. Il y a le confinement entre qui fait réfléchir. Et c'est vrai que moi, je suis une fan du média, tu vois, l'entertainment. Bah oui. Et je trouve que le podcast, c'est un média qui doit avant tout être un divertissement qui a un message à passer. Et pour moi, je trouve ça absolument génial. Moi, j'ai une approche. Donc, je commence un petit peu. On est en train de le faire ensemble. Moi, j'ai une approche qui est l'approche de la transmission, d'apprendre, de transmettre, tu vois. Mais effectivement, il y a tout le côté que toi, l'axe que tu as pris, qui est de raconter des histoires, de faire effectivement de l'entertainment et comme un média, ouais, tout à fait. Alors, il y a aussi cette histoire de transition, parce qu'en fait, en tant que maman, moi, mon objectif et qu'est-ce que je laisse à mes filles quand je ne serai plus là, tu vois, c'est une sorte de transition et leur dire, bon ben voilà, vous vivez dans un monde hyper complexe, c'est pas en vous lisant des histoires de Simone de Beauvoir et Marie Curie que vous allez y arriver, parce que ces femmes, elles sont pas dans le contexte actuel, c'est des prix Nobel, c'est des, voilà. Donc moi, je voulais vraiment raconter des histoires d'héroïnes du quotidien, des femmes voilà, qui font des grandes choses, mais qui sont invisibles, en tout cas, qu'on ne rend pas visibles aujourd'hui. Et donc, des illustres inconnus. Des illustres inconnus, ou en tout cas qui n'ont pas suffisamment aujourd'hui de visibilité de rayonnement. Et donc, j'ai lancé ce podcast qui s'appelle Les Nouvelles avec 2 formats tout début. Un format qui est conversationnel pour les grandes oreilles, pour les parents, et une histoire. Parce que je me suis prise pour Marlène Jobert. Je me suis dit, allez, soyons fous. Et au final, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était l'histoire pour les enfants qui était l'axe différenciateur, qu'il fallait que je me positionne sur cet axe de l'eau jeunesse et me positionner en tant que tel. Et ça, donc en fait, c'est au niveau du timing. Là, on est en 2023, on est en mars 2023. Ça, c'est un lancement qui se fait quand? Là, il y a quelques temps. En fait, il s'est fait en plusieurs fois et ça a été plutôt les montagnes russes parce que je l'ai assez dit au début. Je prenais qu'il était tout à fait possible d'avoir un job en tant que salarié et de monter un podcast à côté. Oui. C'est tout à fait possible, c'est vraiment possible, mais il faut se dire dès le départ, et c'est l'erreur que j'ai faite, c'est quoi le temps que je peux allouer à ce podcast. Et moi, comme voilà, c'est quoi le temps que je peux lui consacrer. Et moi, je suis tout de suite partie, tambour battant, allez, on fait 2 formats, du montage plus écrire une histoire. Enfin, je suis déjà, tu vois, je suis partie à la sommet de l'Everest. Genre l'Himalaya, quoi. Il n'y a aucun sens. Et en fait, c'est le temps de conjuguer un job, d'être maman, d'avoir sa vie à côté de femme et tout. C'est que je n'avais pas pris conscience de l'ampleur qu'allait prendre ce podcast dans ma vie et ce qu'il allait faire naître chez moi en tant que passionnée, en fait. Et ce podcast, je ne m'imaginais pas que ça allait devenir très important. Enfin, que ça allait être quelque chose. Ça t'a pris au triple, là. Ça t'a pris au triple. Et puis donc, tu as commencé à écrire, à raconter les histoires, à préparer les interviews, etc. Donc, c'est un boulot monstre. Ouais, je le sais bien, puisque moi-même, étant podcasteur, je vois bien ce que c'est. Exactement. Et en fait, c'est début, alors pour un peu le timing, on est début 2022. Et début 2022, moi, j'ai envie de prendre la parole de plus en plus dans les médias, etc. Et donc, je fais le bootcamp de Nina Ramen que tu dois connaître, qui est une créatrice de contenu et qui est très influente sur LinkedIn. Et lors de ce bootcamp, de l'écriture, du copywriting avec un W, comme on dit. Voilà. Et donc, en faisant ce bootcamp, je me rends visible. Je sens que le podcast, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je fais plus d'écoute. En tout cas, il se passe quelque chose. Et là, ça fait naître effectivement, en fait, il faut petit à petit que je sorte de mon job de salarié. Oui, parce que là, tu es toujours impliqué en salarié, en CDI. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, je suis toujours. Et puis on décide, que de toute façon, 5 ans, c'est long. Ça devenait un peu répétitif à mon poste.
Et donc, donc, peut-être fait le tour, voilà, c'est ça, tu as peut-être fait le tour aussi. J'ai fait le tour, et que maintenant, voilà, je me lance. Et je pense que vraiment, j'ai toujours été j'ai vraiment le syndrome de la bonne élève. J'ai vraiment ce syndrome de j'ai été élevée à la performance, il faut être toujours la meilleure, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour la première fois, j'étais plus cette meilleure de classe. J'y arrivais plus, en fait. J'arrivais plus à atteindre des scores incroyables, et parce que j'avais plus les dispositions dans l'entreprise pour le faire non plus, parce que pas de budget, parce que c'est compliqué aussi dans certaines conditions. Et ça vient de tes parents, ça, Céline? Le côté comme ça, pushy sur, vas-y, soit entre guillemets, soit le top of the top, et nanana, c'est papa, c'est maman, c'est les deux? Non, je peux pas du tout. Je peux pas, parce qu'en fait, mes parents n'ont pas fait d'études. Donc, je sais pas ils ont jamais été pushy. Ils nous ont mis, à mon frère et moi, une boîte à outils pour nous permettre de faire des études, et voilà. Mais ils ont jamais été dans une course. Je pense que cette course à la performance, je me la suis mise tu t'es mis la pression, toi. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, comme je suis née avec une agénésie de la main gauche, j'ai toujours eu tendance à dire, voilà, Céline, t'es différente. Donc, en fait, tu ne veux pas que toi, on te dise, ou pas ce sentiment de, oh, la peau. Tu veux pas être plainte, quoi. Tu veux pas qu'on te plaigne et qu'on te dise, ma petite, non, etc. D'accord. Tu veux pas attirer la cliché ou. Voilà, et j'ai toujours tout fait comme les autres. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont plus difficiles, c'est-à-dire que je monte pas la corde, ou tu vois, il y a des choses qui sont plus compliquées, mais j'ai fait du bateau, j'ai fait plein de choses, et je ne voulais pas qu'on ait ce sentiment effectivement de pitié. Donc, il fallait que je sois meilleure que les autres. Il fallait que je montre. Et ça te demande plus d'efforts. Hein. Toi, ça t'a mis. Bien sûr. Et je me suis mise une pression toute seule. Et tu vois, même pendant des années, j'étais un peu la célibataire de service, parce que je me disais, non, mais je peux pas avoir un mec, parce que ça va me perturber dans mon ascension et dans ma carrière. Et c'est vrai que la maternité a complètement déboulonné et chambouler tout ça, où en fait, le focus, il s'est fait, moi en tant que femme, et puis d'être présente pour mes filles, parce que quand j'ai repris... T'en as deux en plus, hein, c'est ça, t'as deux filles. J'ai deux petites de 2 et 4 ans, et quand j'ai à mon retour de congé maternité, j'avais une petite de 2 ans, et j'avais un petit nourrisson, et souvent, je m'absentais parce que j'avais une visio, ou j'ai culpabilisé. J'ai beaucoup culpabilisé, et c'est ça en fait, c'est tout un cheminement qui fait à un moment donné, c'est plus possible. Je peux pas, et puis l'entreprise, elle est pas conditionnée pour aider la femme qui vient d'accoucher, qui est jeune mère. Pas vraiment, et puis dans la tech et dans les startups et tout ça, pas nécessairement non plus. Non, c'est un fait. Mais après, je pense que c'est la pression des investisseurs, on les accompagne pas forcément, et puis la plupart des startups sont dirigées par des hommes, donc. Je suis désolée, mais tant que tu n'as pas vécu cette maternité, tu peux pas savoir ce qu'une femme va traverser, son postpartum, et ça, c'est impossible. Et moi, j'ai vraiment vécu un retour de congé maternité très compliqué, à plusieurs niveaux. Et c'est là qu'en fait, tu te dis, mais moi, je veux pas de cette vie, je veux pas être stressée, je veux pas avoir des nœuds au cerveau, je veux pas avoir de la boule au ventre le matin quand je vais au boulot. Donc voilà. C'est déjà vachement bien, Céline, de dire, je sais ce que je veux plus. Ça y est, ça au moins. Voilà. Et c'est vrai que je me suis retrouvée début septembre, sortir du salariat, d'une situation confortable, parce qu'on dit quand même adieu à un salaire qui est confortable. Ah oui, qui tombe tout le temps, voilà. Qui tombe, dire t'es malade, t'es payé, tes enfants sont malades, t'es payé, tu pars en congé, t'es payé, alors que tu te retrouves du jour au lendemain et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Là, ça y est. Là, on est dans le je ne perds jamais, là, dans le. Là, on est exactement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un passage à vide quand même, parce que tu as besoin de te remettre dans une situation un petit peu de binaire, maintenant je reprends ma vie. Qu'est-ce que je fais concrètement ? Et moi, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est mon podcast des Nouvelles Héroïnes, parce que je me suis dit, attends, là maintenant, Céline, il y a de l'audience. L'objectif, c'est les Nouvelles Héroïnes, c'est ton podcast de cœur, c'est ton podcast que tu lâcheras jamais,
tu vois, tu dis je ne perds jamais, mais moi je ne lâcherai pas Nouvelles Héroïnes. Ah, si je le lâche un jour, c'est parce que je me fais racheter. Mais en aucun cas, je veux lâcher Nouvelles Héroïnes. Surtout que tu l'as initié, tu l'as fait avec ton premier enfant, et c'est ton truc qui vient vraiment de tes tripes de toi, quoi. Donc et c'est quelque chose que j'incarne, que je ne lâcherai pas. Voir si on me le rachète et voilà. Moi, je le fais écouter à ma fille. Hein. J'ai 3 enfants, dont une fille, et donc elle a quel âge elle écoute. Elle a 5 ans. Elle est petite encore. Elle est petite. Pour moi, c'est vraiment à partir de 7 ans. Mais bon. J'écoute déjà avec elle. Et je me suis dit, bon, Céline, qu'est-ce que tu fais? Nouvelles Héroïnes, c'est un podcast qu'il faut que tu fasses décoller. Et je me suis dit, j'ai qu'une solution. Il faut que je sorte de mon micro, derrière mon micro, et que j'aille voir d'autres podcasteurs, que j'aille comprendre comment eux, ils ont fait pour décoller leur podcast, comment ils ont fait pour craquer un système, c'est quoi les bonnes pratiques, etc. Parce que j'avais beau avoir 18 ans dans le marketing, le podcast, c'est un média qui est tout nouveau. C'est un nouveau truc, c'est un nouveau média, il y a de nouvelles compétences. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est quelque chose que tu ne devines pas, tu peux mettre tout ce que tu as appris. Pas inné, mais voilà. C'est pas inné, c'est pas quelque chose. Effectivement, on n'est pas podcasteur, on le devient. Et donc, j'ai commencé à me faire ce réseau de podcasteurs, à aller voir. Le sujet et aller à la rencontre des gens. Et j'ai fait un post sur LinkedIn la veille de mon anniversaire, qui a été ultra viral, qui a fait plus d'1 million de vues. Et je pense que c'est même comme ça que je t'ai contacté. Parce que je pense que c'est le deuxième. Tu vois, j'ai vu passer ce truc-là. Non, tout le monde l'a vu passer. Il y a eu beaucoup. Il a vraiment. Ça a été extrêmement viral. Et ça a été le début d'une nouvelle aventure. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant c'est bon, j'ai l'audience, j'ai gagné beaucoup d'abonnés, j'ai pu parler avec beaucoup de parents sur LinkedIn. Et là, je repositionne le podcast, j'oublie les conversations, je fais que du podcast jeunesse et je fais que ça. Et à côté de ça, avec tous les apprentissages que j'ai eus d'autres podcasteurs, je vais faire une activité, un deuxième podcast parce que tout ce que j'ai appris, ça servira forcément à d'autres podcasteurs. T'en veux, hein, tu fais pas les choses à moitié, toi. Là, allez, hop. Non, mais parce qu'en fait, il y a un côté hyper d'aller chercher la légitimité de ses pairs. Et en fait, moi, souvent, je vois des figures, par exemple, sur LinkedIn, qui disent, voilà, j'accompagne tant et tant d'entrepreneurs, etc. Mais elle est où la preuve sociale? Elle est où? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc, en fait, moi, je voulais avoir cette légitimité. Je voulais dire, les autres podcasteurs, allez écouter mon podcast et dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, voilà. Et donc, j'ai gagné comme ça la légitimité de mes pairs. Et au début, j'étais focus. Je me suis dit, je fais que ça, que mon podcast. Je suis vraiment monomaniaque. Et ça a payé parce que début janvier, le podcast a été sélectionné et mis en avant par Apple Podcast. Donc, c'est tout d'un coup, tu passes à un autre palier. Et toutes les peurs que j'avais pour inviter tel ou tel invité, tout s'est débloqué. C'est-à-dire que les invités, je leur envoyais un mail et disaient oui tout de suite. J'ai noué un partenariat avec la Cité Audacieuse. Et tu vois, hier, je regardais, Nouvelles Héroïnes était dans le numéro 1 sur l'histoire pour les enfants, sur Apple Podcast, qui est juste génial parce que quand elle se tourne, c'est un boost énorme, c'est clair. Tu peux aller voir les médias, tu peux aller voir des sponsors et voilà. Et donc, en fait, j'ai passé effectivement où je me suis dit, je sais que sur les 2-3 premiers mois, je vais pas gagner d'argent parce qu'il faut que je sois dans une phase de production, de qualité. Et après, dans un deuxième temps, c'est-à-dire sur le premier trimestre 2023, là, je vais consolider, je vais construire mon offre, je vais pouvoir aller signer du sponsor, etc. Mais toujours, tu vois, tu dis je ne perds jamais. Moi, c'est je ne lâche jamais. C'est-à-dire que c'est ce que j'apprends à mes filles, donc je peux c'est ça, c'est le je ne perds jamais, c'est soit je gagne, soit tu gagnes. Là, tu es parti pour gagner. Donc soit tu gagnes, soit tu es en train d'apprendre. Donc c'est bon. Non, et puis il y a un curseur à avoir, c'est-à-dire que tu peux pas dire tu vois, gagner, tout est relatif. C'est-à-dire que moi je je célèbre ces petites victoires, c'est-à-dire que d'avoir été sélectionnée par Apple Podcast, c'est génial. C'est énorme. La semaine dernière, c'était la semaine du 8 mars, j'ai été sélectionnée à côté de Léa Salamé et Simone Veil. Enfin, c'est juste génial parce que c'est des petites victoires qui font que
Nouvelles Héroïnes devient un podcast référent sur la jeunesse et surtout qui est sur un podcast indépendant, c'est-à-dire qui n'est pas développé par un studio de podcast. Voilà. Donc ça, c'est génial. Et à côté de ça, du coup, quand je fais un post sur LinkedIn, j'ai des gens qui viennent me voir et me disent « Ah bah écoute, moi j'adore ce que tu fais, est-ce que tu veux pas m'accompagner sur mon podcast ?» Donc ça ouvre cette deuxième verticale sur comment générer du revenu. Alors c'est de la vente de temps, effectivement, mais moi, dans mon objectif, c'est de faire de la formation en ligne. Donc, la formation en ligne, tu peux avoir un petit produit sur Schoolmaker ou sur Podia qui vit sans toi. Tout seul, indépendant. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est d'avoir. Et même pendant que tu dors, c'est surtout ça le truc. C'est que pendant que tu dors, cling, cling, il y a la petite cloche qui sonne et puis il y a des achats. Il y a des petits sous avec Stripe qui vont sortir. Non, mais voilà, c'est en fait de monter un écosystème de revenus via les nouvelles héroïnes, mais via aussi mon deuxième podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai pas qu'à, pour avoir, en fait, pour ne pas être dépendante d'une prestation ou de notre temps de freelance, parce que ce que j'ai appris sur ces derniers mois, c'est que la gestion de temps et la vente de temps, en fait, on se fait avoir. Faut dire ce qui est. Le freelance se fait avoir parce qu'il bossera toujours plus que ce qu'il va facturer. Et quand tu signes un devis je dis pas à 1 000 €, au final, tu perds 1 000 € derrière. Enfin, parce que tu vas travailler plus, etc. Tu en fais beaucoup plus que l'équivalent des 1 000 €. Beaucoup plus que l'équivalent. Et quand tu te mets dans cette position, c'est-à-dire que tu peux pas avoir que ton business qui dépend de clients, parce que ton client demain peut fermer, peut déposer le bilan, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une ère, pour moi, je parle plus, et puis entrepreneur, oui, parce que j'entreprends un podcast, mais un peu de soloprenariat où tu vas inventer ces petits produits. Ça peut être des petits produits, ça peut être des produits avec des petits prix, mais qui vont vivre. Alors, ils vont vivre quand même avec toi, c'est-à-dire que tu vas quand même devoir assurer la promotion, mais ça, de toute façon, même si tu es freelance et tu vends ton temps, tu dois faire la promotion de toi-même. Donc ça fait partie du job. Mais c'est ça, en fait, mon objectif. Et bien sûr, de nouvelles héroïnes. Là, j'en suis encore à un épisode tous les 15 jours, mais j'ai pris suffisamment d'avance sur les derniers mois. T'en as d'avance, ouais. Pour avoir, de toute façon, jusqu'à l'été, une héroïne toutes les semaines, parce qu'en fait, hebdomadaire, c'est hebdomadaire. D'accord, ouais. Pour l'instant, c'est bimensuel. Et j'ai changé ma stratégie. Avant, je faisais beaucoup d'interviews de ces femmes. Ça me prenait du temps. Ça prenait au moins 10 heures de travail. Je confirme. J'ai 23 interviews. Tu es la 24e. Je confirme que j'ai déjà fait 24 fois 10 heures. Ça fait du boulot. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour du travail qui est un peu bénévole. Je ne sais pas si tu as des sponsors, mais en tout cas, c'est du bénévolat au départ. Et c'est pas moi qui est mon propre sponsor. Et voilà. Et donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas interviewer des femmes et de prendre des femmes. Tu vois, j'ai fait Sophie Adno, l'astronaute, j'ai fait Déborah Pardo, l'aventurière, j'ai fait Wendy Renard. Bien sûr, je n'ai pas pu interviewer ces femmes, mais ça m'a permis, il y a suffisamment de données publiques qui te permettent de raconter une histoire aux enfants. Et ça, c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que pour une histoire de Wendy Renard, j'ai mis 4 heures. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire là, Céline, c'est que finalement, tu fais un travail d'investigation, limite journalistique, puisque tu vas chercher des informations sur une personne, illustre ou connue ou peu importe, qui est importante au niveau de son statut, et donc tu racontes toi ta version et tu racontes une autobiographie de cette personne-là, sans avoir besoin de l'interviewer. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ouais. Mais alors, en fait, ce qui est bien, c'est que tu gagnes du temps, c'est que tu capitalises sur une notoriété, donc tu capitalises sur un SEO et tu capitalises effectivement sur un nom qui peut être recherché. C'est-à-dire que les gens, dans la découvrabilité de ton podcast, ils vont voir Wendy Renard, je connais. Alors que peut-être Rita et Payel, ils ne connaîtront pas. Donc, ils vont être intéressés par ce portrait de cette femme connue. Oui. Et c'est un gain de temps. Et après, revenir aux interviews, ça me permet aussi d'avoir des partages de ces femmes. Alors, pour l'instant, le podcast, comme j'ai pas eu de personne, tu vois, Wendy Renard ne l'a pas partagé, j'ai pas encore bénéficié de ce hack absolument génialissime qui est du partage de l'invité de ton épisode. Mais
Ça ne saurait tarder sur les prochaines invités. Mais en tout cas, voilà, moi, sur le podcast des Nouvelles Héroïnes, je teste beaucoup. Je sais que maintenant, dans une assistance, quand je dis Nouvelles Héroïnes, les gens l'ont entendu, ils connaissent. Et donc ça, c'est génial. Tu vois, la semaine prochaine, c'est une reconnaissance qui fait chaud au cœur, mais pas que, parce que comme tu dis, c'est en train de te débloquer tout un tas de possibilités de business, parce que bon, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, t'es quand même, c'est ton seul et unique métier et activité. Tu es dans cet univers du podcast, avec tes 2 podcasts et ton activité, comme tu dis, de solopreneur, où tu vas probablement conseiller, accompagner, faire des projets avec d'autres. C'est ça, aujourd'hui, tes sources de revenus. Exactement. Ouais. Mon objectif, c'est que je veux en fin d'année faire un... Voilà, je vis grâce à mon podcast, grâce à mes podcasts, grâce à l'activité podcastique. Et je sais que aujourd'hui les podcasts, il y en a 90% qui vivent parce qu'ils font des activités freelance à côté. Mais moi, c'était vraiment mon objectif. Je sais que c'est une parenthèse que j'ai fait ce choix-là. Ça a été une décision qui n'est pas facile parce que il y a moins de revenus à l'entrée. C'est plus instable, mais ça me permet aussi d'acquérir et puis de construire un équilibre aussi avec, j'aime pas le terme équilibre vie de famille, mais en tout cas d'avoir du temps pour mes filles et d'organiser mes semaines et mes journées aussi en fonction de ça. C'est-à-dire que je construis ce métier tu disais, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je dis créatrice de podcast ou podcasteuse. Je construis ce métier selon mes besoins, mes attentes en tant que femme, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux transmettre, mais aussi en tant que maman et des besoins de mes filles. Ouais. Et aujourd'hui, comment dire, c'est avec, comment tu fais face à justement à ton niveau de vie du quotidien? C'est parce que tu as quitté la structure, tu bénéficies encore par exemple, de Pôle emploi, de choses comme ça? Tu es dans une phase comme ça, ou tu as déjà des revenus qui te permettent d'avancer sur ton truc? Tu as réduit peut-être? Alors, il y a toujours, de toute façon, Pôle emploi, j'ai droit à Pôle emploi. Tu as encore droit là, pour l'instant? Tu es dans la phase où tu as encore droit? Oui, j'ai encore droit. Ouais, j'ai encore droit. Bon, très bien, c'est l'occasion que jamais, c'est maintenant. Non, mais en fait, je dis toujours qu'en fait, tu vois, si Pôle emploi avait investi dans toutes les structures, dans toutes les startups ou les sociétés, dans toutes les startups ou sociétés qui se sont montées, ils seraient complètement bénéficiaires. Voilà. Mais en tout cas, oui. Non, je pense après l'objectif effectivement c'est de monter sa structure. Tu vois, aujourd'hui je fais tout toute seule. Ouais. J'adorerais être accompagnée. Bientôt. C'est l'objectif. Pas forcément d'avoir une grosse équipe, mais en tout cas de pouvoir déléguer des tâches des choses, qui ne sont pas mon cœur de ma zone de génie. Là-dessus, je te rejoins. Moi, je suis dans une phase un petit peu, c'est un peu comme toi. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir d'abord savoir faire avant de déléguer, tu vois. Donc, c'est ce que je fais là sur ce podcast. Je ne perds jamais. Mais oui, je te rejoins. C'est énormément de boulot et un spectre de travail et de compétences qui est juste énormissime. Entre la production, le design, les enregistrements évidemment, la post-prod, et puis derrière, après tout le travail de marketing. Faut pas l'oublier, le travail de marketing, de diffusion, de promotion. Mais c'est un boulot immense qu'effectivement il faut être capable de assez intéressant. Déléguer, quoi. C'est assez intéressant parce que en décembre, j'avais fait une interview où je disais qu'un podcast c'était 80% de promotion et 20% de production. Et en fait, aujourd'hui, je pense que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que si tu passes 1 heure en production pour ton épisode, tu dois passer 2 heures en promotion pour en faire la promotion et distribuer l'épisode sur tous les canaux sur lesquels tu es présent. Imaginable. Ouais, et ensuite, tu dois passer 3 heures à essayer de le monétiser. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les podcasts ne vivent pas de leur podcast. C'est parce qu'ils passent trop de temps en production, pas assez en promotion et pas du tout en monétisation et en sponsoring derrière. Donc en fait, et tu vois, souvent sur le podcast, je dis mais j'ai pas d'écoute ou je lance à peine, pourquoi un sponsor serait intéressé? Alors déjà, un podcast ça s'incarne, donc les gens ils vont te donner
l'argent parce qu'ils croient aux valeurs de ton podcast, ils croient à ton histoire et ils croient à pourquoi tu le fais. Et j'ai des podcasteurs qui ont demandé à des premiers sponsors 100 € pour faire une petite promo au début de leur podcast. Et en ayant ce premier sponsor, ça leur a permis d'avoir le deuxième, le troisième, etc. Donc, en fait, c'est une fausse excuse de dire il faut que j'attende les 10 000 écoutes. Tout de suite, waouh, le gros budget, tout de suite de sponsor. Non, c'est pas nécessairement ça. Ouais. Mais si tu as ton premier sponsor, déjà 100 €, ben, tu peux payer un petit peu de montage, tu peux payer ton hébergement. Tout à fait. Et c'est un premier sponsor. Et quand tu auras ce premier sponsor, tu peux aller avoir un deuxième, etc. Donc, en fait, le podcast, c'est génial parce que tu testes beaucoup de choses et il faut pas du tout se mettre des barrières de 10 000 écoutes, 100 000 écoutes, ou etc. Mais pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment fake it until you make it. Vraiment. Voilà. Et vraiment mieux travailler toute sa partie positionnement branding plutôt que de la production. Voilà. Ah, je suis d'accord. Bah ça, de toute façon, là maintenant, toi, justement, là, toi, tu es vraiment 100% consacré à cette activité-là. Donc, ta courbe d'apprentissage, elle va être bien supérieure, tu vois, à des gens qui, finalement, comme moi, j'ai d'autres métiers à côté. Hein. Donc, clairement, le podcast, c'est pas ma source de revenus principale. Donc, mes apprentissages, ils sont très inférieurs aux tiens. Je teste moins de choses. Toi, tu fais plus de choses. Oui, mais c'est devenu un pilier de ton business. Le podcast, toi, aujourd'hui, il doit te ramener des leads. Ouais, moi, j'adore faire ça. Franchement, j'adore faire ça. C'est ne serait-ce que pour la réputation, pour les rencontres, les portes que ça m'ouvre, entrer en relation. Tu parlais tout à l'heure de rentrer en relation avec des gens. Franchement, c'est extra. D'ailleurs, tu me fais l'honneur de venir. Hein. Tu es le top histoire d'enfant sur Apple et tu viens dans mon petit podcast à moi qui est tout petit. Donc, merci. Non, mais je pense que vraiment, moi, ça a vraiment changé en tant que podcasteur. Ça a changé quand je suis allée poser des questions à d'autres podcasteurs. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, même moi, mon premier épisode, j'avais 100 écoutes pendant longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est juste hyper normal. C'est parce que j'avais pas les bons réflexes, j'avais pas la bonne méthodo et à un moment, il faut débloquer les paliers, quoi. Mais d'un autre côté, moi, j'ai passé beaucoup de temps sur la production pour fournir aussi un audio de qualité parce que je considérais que pour les enfants, il fallait, le podcast, c'est un audio. Donc, il faut que ce soit absolument parfait parce que c'est un tue l'amour et voilà. Donc, je suis un peu pointilleuse sur l'audio. La voix est importante, comment tu embarques les gens, tout c'est une scénarisation. Le positionnement de la voix, la prononciation, tout est important, j'imagine. Ouais, tu fais des entraînements, toi? Tu fais des entraînements de prononciation et tout ça, de diction? Ouais. Pas du tout, mais moi, j'étais chanteuse. J'ai un passé non, c'est n'importe quoi. On va découvrir ça. J'ai chanté pendant 2 ans avec mon compagnon. On a un petit groupe de musique. J'ai arrêté avec la naissance de ma première fille et le confinement, bien sûr. Mais en fait, je pense que ce qui est le plus important, c'est la respiration. La respiration et effectivement de s'entendre. Tu vois, ce matin, je faisais une rencontre avec Caroline Vigneault, qui est humoriste, qui a lancé son podcast. Ouais. Et en fait, elle expliquait, elle fait des One Woman Show. Elle fait des c'est ça, elle fait des One Woman Show, c'est ça. Ouais, c'est une humoriste qui est une ancienne avocate. Et en fait, elle disait quelque chose que moi, je dis à chacun qui veut se lancer dans le podcast. Avant d'enregistrer avec ton premier invité, tu prends ton dictaphone et tu t'écoutes. Tu enregistres ta voix et tu t'écoutes. J'ai pas fait ça, faut que je le fasse. Mais oui, parce que ça va t'aider sur ton intonation, sur ton débit, sur les mots que tu écorches, sur les mots que tu dis en permanence. Moi, je me suis rendu compte que je disais beaucoup du coup. Moi, je fais C'est le premier tic de langage. Ou alors, c'est très féminin, mais les filles, on dit un petit podcast, un petit truc, tout est petit. Il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, s'enregistrer sur son iPhone et s'entendre, c'est déjà un grand pas parce que tu vas pouvoir corriger un peu tes tics et peut-être avoir besoin d'un coach voix. Il y en a beaucoup, oui, bien sûr. Et moi, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Donc, je pense qu'à mon âge, je vais reprendre tous les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, elles sont sèches. Voilà, c'est ça.
Non, mais là, t'as trop de unfair advantage, hein, comme on dit en anglais. Hein. C'est-à-dire que là, la chanteuse, plus du théâtre, plus le marketing que t'as fait pendant 18 ans et tout ça. Oh là, c'est bon, voilà. Mais tant mieux. D'ailleurs, c'est en train de faire ses preuves, puisque voilà, tu as une courbe ascendante et comme tu l'as dit, la mise en avant par Apple et je crois la première plateforme de podcast en France. Hein, et il y a Spotify. Moi, c'est 70%. Moi, c'est 70%. C'est ça, c'est la majorité. Ouais, c'est ça. Donc, bon, bah là, c'est phénoménal. Quand tu as la chance d'être dans le top chart des différentes catégories, bon, bah là, t'es parti pour un boost sur orbite, quoi. Super. Oui, non, et même si c'est une vanité maîtrise, mais effectivement, ça permet après d'aller séduire des médias, d'aller séduire du sponsor et de dire, ben voilà, ou même des invités. Parce qu'en fait, les invités sur les podcasts, quelquefois, ils ont besoin de ces métriques pour savoir bien sûr. combien. D'ailleurs, toi, ça t'a fait ça? C'est-à-dire que suite à ce top Apple, tu as pour le coup enchaîné et t'as bouclé des dossiers nouveaux de sponsoring et tout ça ou pas encore? Alors c'est en cours. Je me sens plus confiante en fait. Je me sens plus confiante et je suis en train de faire mon site et donc forcément je vais le mettre en avant. Bien sûr. Voilà, je me sens plus confiante pour le dire. Moi, j'ai la chance sur le concept des nouvelles héroïnes que les femmes ou les mères qui participent sont super contentes d'avoir leur histoire pour leurs enfants. Bah oui. Donc en fait, le trigger, un petit côté autobiographique là, voilà, il y a l'histoire de. Donc, mais après, effectivement, c'est toujours sympa de commencer un mail en disant numéro 1 d'Apple Podcast ou ça, c'est effectivement, mais c'est de la preuve sociale, c'est de la preuve. Donc voilà, oui, non, c'est un levier, c'est un palier. Et puis après, il faut aussi dans le podcast, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les écoutes, parce que souvent on voit 1 million d'écoutes ou 100 000 écoutes par mois. Oui, mais la personne a 100, 200, 300 épisodes. Donc, c'est un peu normal. À un moment donné, ce qui est très gros, hein, c'est-à-dire que plusieurs dizaines, centaines de milliers d'écoutes, c'est énorme. Hein, ça commence sérieusement là à envoyer du bois. Là, ça commence. Je pense à l'illustre Mathieu Stéphanie, très connu, qui, je crois, caracole à entre 500 et 600 000 écoute-moi. Bon, bah là, ça commence à causer. Hein. Mais quand tu as 300 épisodes. Maintenant, voilà, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Il a lancé il y a 5 ans, c'était parmi les premiers. Oui, c'est clair qu'il y a. T'as une longue traîne. Et puis, c'est une experte podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Mélanie Hong qui me disait mais en fait, tu sais, c'est à partir du 50e épisode pour la plupart que le podcast décolle. Ah, flûte, j'en suis qu'à 24. Mais il faut que je continue. Vraiment, et j'ai interviewé Sandra Verger des Locomotives. Et en fait, elle, c'est vraiment depuis fin 2022, alors qu'elle l'a lancé il y a 1 an et demi, qu'elle a 100 épisodes. Elle a dit, c'est vraiment. Wow. 2022, elle a eu limité 40 receveurs et du coup, à un moment donné, je passe un. Bon, bah alors, je vais faire comme vous. Je vais faire ça, je vais rien lâcher. Je vais faire pas. Non, en fait, il faut rien lâcher. La vraie. Le vrai, c'est pas un hack, mais la régularité, le rendez-vous, ça paye. Je le dis toujours et je vais la citer parce que je sais que je vais bientôt être son agente à force de la citer. Mais Anne-Laure Baratin de Genre de Fille, elle a été hyper disciplinée. Elle a fait très peu de promotion. Elle fait 2 posts Instagram par épisode, mais elle a publié toutes les semaines, le mardi, un épisode. Elle a rien lâché. Elle a rien lâché. Toujours. Je crois qu'elle a dû lâcher pendant les vacances mais vraiment pendant 50 épisodes, elle a rien lâché et elle alors a fait que là, moi, tu vois, par exemple, posts. si je prends mon exemple, je suis pas régulier comme une horloge, quoi. Donc. Oui, mais ça, c'est pas grave. Après, c'est pas grave parce que moi, regarde, moi, j'ai été dans des montagnes russes sur Nouvelles Héroïnes et à un moment donné, tu termines sa saison. Là, tu vas terminer une saison, tu vas dire, bon, je termine. Tu fais le bilan de la saison. C'est ça. Et après, tu reprends. Et quand tu reprends, tu te dis, bon, là, qu'est-ce que je peux vraiment faire Exactement. Si c'est 15 et 2 semaines, c'est pas grave, mais tu restes vraiment à ce rythme, cette régularité et tu lâches rien. Et forcément, à un moment donné, tu vas avoir une courbe d'apprentissage, tu vas passer un palier et puis tout il y a beaucoup de paramètres qui jouent et puis on nous dit pas tout sur les algos, on nous dit pas tout sur la partie SEO. Non, bah non.
Les transcripts de tous tes épisodes, il faut qu'ils existent quelque part aussi. Donc voilà, moi ça me passionne. Tu vois, là j'essaye de trouver quelqu'un qui a hébergé son podcast sur Substack. J'essaye de trouver un expert SEO sur le podcast pour essayer de comprendre comment travailler les titres. Je peux me mettre en relation avec quelqu'un si tu cherches quelqu'un qui héberge son podcast sur Substack. J'ai vu un CEO en parler sur l'autre jour sur LinkedIn. C'est les samouraïs, les samouraïs du business. Je veux bien que tu me mettes en relation parce qu'il ne me répond pas. Je vais te mettre en relation. Je vais te mettre en relation avec lui. Il a transformé son podcast en mode payant, abonnement et sur Substack. Et je crois que ça marche très bien. Il est très content de son repositionnement. Donc voilà. Donc et là, il a pris un risque. C'est ça, il a tenté le truc, il teste le truc et je crois qu'il est vraiment très content. Donc je te mettrai en relation, pas de souci. Céline, on va s'orienter vers la conclusion parce que tu avais un temps limité. Est-ce que là on a parlé de podcast, de tout ton positionnement sur cette entreprise solopreneur que tu fais. Moi je voulais avant qu'on se quitte que tu nous parles des autres aspects de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que faire un business ça veut dire avoir peut-être une certaine forme d'isolement sur d'autres compétences métiers, la compta, la finance, j'en sais rien moi. Comment tu vis ça? Tu t'entoures, tu as d'autres personnes qui t'aident. Comment ces aspects d'entrepreneuriat qui soit pas le podcast lui-même, mais qui soit tout le reste qui va avec. Comment tu te formes ou comment tu avances là-dessus? Alors moi, j'ai tout organisé sur Notion. D'accord. J'ai vraiment tout organisé. C'est-à-dire que tous mes podcasts, tous mes projets sont sur Notion. Ça a mis du temps. J'ai mis 1 an à bien me familiariser avec l'outil. Et aujourd'hui, je passe que par Notion. Voilà. Sur la partie un peu compta financière, je passe par Shine. Je ne sais pas si on peut nommer des marques, mais en tout cas, très bien. Moi, j'ai fait le choix. Je vais aller les voir. Céline, je vais aller les voir. Je vais leur demander d'être des sponsors. Non, mais vraiment, moi, je suis. En fait, je suis pour payer pour me dégager du temps et de l'argent. Je pense que payer des gens pour j'ai Shine parce qu'ils ont un outil. C'est s'acheter de la liberté, clairement. Qui est très facile. Tu peux faire tes devis, tu peux faire tes factures, tu peux faire des relances via le tableau de bord. C'est une super néobanque pour les auto-entrepreneurs. Et puis, je crois qu'ils sont même en train de s'ouvrir maintenant sur d'autres. Et voilà, ils s'ouvrent. Donc, moi, pour l'instant, je suis de toute façon en micro-entreprise. Donc, je passe par Shine. Et après, je me poserai la question. Et à ce moment-là, ce sera un problème de riche et je prendrai une expert comptable. Mais en tout cas, je me suis jurée de déléguer et puis payer pour des personnes qui peuvent faire ça à ma place et qui ont les compétences, parce que moi je n'ai pas les compétences et je veux pas les acquérir sur la partie financière. C'est pas mon truc. Donc moi voilà, tout est organisé aujourd'hui, Notion, tous les outils du podcast et après j'ai vraiment organisé mon agenda pour avoir des plages dédiées aux enregistrements, que ce soit sur Nouvelles Héroïnes, que ce soit sur mon enregistrement de Je peux pas, j'ai podcast, que ce soit tout ce qui est un petit peu je donne de la cotation du conseil gratuitement. Ça peut être bien un podcast, ça peut être bien une conférence. J'ai mes plages horaires pour la veille, j'ai les plages horaires où je suis. Tu as tout bien matricé, quoi. J'ai essayé de vraiment savoir. Tu vois, en fait, là, en ce moment, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je sais faire très vite et efficacement après 21h le soir. Et entre 21h et 22h. Uniquement en semaine, parce que à partir du vendredi soir, c'est dédié à mon couple aussi, mais en semaine, je me suis dit, j'ai une petite heure où je suis hyper efficace et je fais des petites tâches que je n'arrive pas à faire en journée parce que ça ne me demande pas du temps de cerveau disponible. Donc, donc voilà, ma trousse, ma boîte à outils. C'est bien, Céline, c'est vachement bien ce que tu nous montres là, ce que tu nous racontes, c'est que tu te connais plutôt bien, très bien sur ces aspects-là, et donc tu as su mettre en place les outils qui servent ta productivité et ta liberté d'organisation et de temps. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on sait pas toujours le faire, ça, tu vois.
Non, et puis je sais que de toute façon, on est dans un contexte économique qui fait que tu peux avoir une grève, donc tu peux avoir tes enfants à la maison parce que tu n'as pas de garde, tu peux avoir un enfant malade, tu peux avoir… Enfin, il y a plein de choses qui, de toute façon, elles sont complètement indépendantes de ta volonté. Donc, il va falloir être hyper organisé. Donc, c'est pour ça que je prends vraiment de l'avance et que je me suis mis un peu Enfin, j'ai accepté de gagner moins pendant quelques mois pour me dire, voilà, je sais que de toute façon, tout ce que je fais actuellement, ça va me payer. Là, tu structures, t'organises pour le… Je structure, j'organise et je suis pas partie toute folle sur plusieurs projets en même temps et j'y vais à mon rythme aussi. Parce que pour la première fois de ma vie, il n'y a pas quelqu'un qui m'impose un rythme, qui me donne pas de deadline. Je suis la propre personne à me mettre des deadlines et c'est déjà voilà. Et donc je me dis autant en profiter pour vraiment faire les choses comme moi je le sens parce que je pense qu'il y a des timings pour tout. Il y a une sorte d'alignement des planètes, de synchronicité, de rencontres qui font que j'aurais été mon deuxième podcast, j'ai podcast, il y a plusieurs mois et en fait c'était pas le bon timing, que c'était à ce moment-là que j'aurais dû le lancer parce qu'il fallait que je focus sur Nouvelles Héroïnes parce que j'y croyais et je pouvais pas mener sur le même fuseau horaire les deux podcasts, donc voilà en fait. D'accord, bon. Ok, Céline, je trouve ça intéressant. Est-ce que j'ai trois dernières questions, mais pas très longues. Quelle est ta source ou quelles sont tes sources de formation? Un livre, des livres, je sais pas, des films, j'en sais rien. Est-ce que tu as une source comme ça qui est pour toi un truc incroyable pour apprendre des choses? Alors moi, il faut savoir que ma passion, c'est décrypter, analyser. Donc en fait, j'ai une partie veille où j'essaye vraiment, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn, de suivre des personnes qui m'apportent de la valeur. Donc j'ai quelques créateurs. Tu décortiques tout, quoi. Et je décortique tout. Et en fait, j'adore fouiner. J'écoute pas tant de podcasts sur la partie formation, mais il y a des créateurs de contenu que j'aime d'ailleurs, donc je me forme beaucoup sur LinkedIn en permanence et en fait en 2 ans. J'avoue que tu vois, tu me parles de livres, j'ai plus trop le temps de lire. J'ai lu des… Mais en fait, j'ai dû lire des livres sur la partie mindset, état d'esprit, mais moi, je me forme vraiment en faisant, en essayant de comprendre. Et en me trouvant, moi, ce qui m'a beaucoup sauvée, c'est d'avoir des buddies. C'est d'avoir des personnes avec qui on se challenge. J'ai une buddy qui s'appelle Jeanne Rédy. Et donc, elle, tous les matins, on s'envoie des audios avec soit nos apprentissages de la vieille, soit les deux, clac, clac. Ouais, c'est top, ça. Tous les deux, ça fait 1 an que ça dure. Et en fait, on se challenge, on se dit, moi, j'ai utilisé tel ou tel pour faire ma formation. Moi, j'ai suivi ça, etc. Donc, en fait, c'est en se challengeant et en partageant qu'on nous donne des outils. Donc, on partage et être dans des Discord de communautés. Soit de podcasters comme la Eco Factory, soit de The Board de Flavie Prévost. Et voilà, et c'est comme ça, en fait, c'est des outils. C'est LinkedIn aujourd'hui, presque une plateforme de formation, un carrousel publié sur LinkedIn. C'est énorme, ça apprend énormément de choses. Clairement. Donc, en fait, il faut pas y passer énormément de temps. Moi, j'ai arrêté de suivre beaucoup de créateurs de contenu sur LinkedIn, mais j'en suis quelques-uns. Juliette Cadeau, Antoine Perrine, Valentine Soda, Laurine Bémer, qui font du contenu qui, je trouve, est qualitatif, Honoré Beghem. Enfin, voilà, il y en a plein comme ça qui permettent de me former, pas forcément de me former, mais au moins de me rassurer sur mes choix. Non, c'est ça, me rassurer sur des choix. Il y a un phénomène que tu évoques là qui est le fait que tu puisses éduquer et il faut le faire ton fil LinkedIn. C'est-à-dire que ton profil LinkedIn, ça s'éduque parce que tu peux décider, comme tu dis, de suivre des gens qui t'apportent des vrais contenus à valeur ajoutée et il faut être capable de faire un peu le ménage parce que sinon tu te retrouves avec un truc qui ne fait plus cet outil de veille et de formation et d'apprentissage parce que tu as des gens qui sont pas dans tes besoins, dans ta recherche d'informations, dans ton ciblage. Donc, je dirais que ça, c'est un vrai travail d'éducation
éducation de filtrer son profil LinkedIn, suivre les personnes qui sont inspirantes pour toi à un instant T, quoi. Oui, et sur les podcasts, ce qui est hyper intéressant, c'est de suivre un ou deux podcasts un peu successful, de dire, bon, eux, ils ont le million d'écoutes, pourquoi ? Bien sûr. Tu vas essayer de décrire son Instagram et tu vas avoir l'évolution et tu vas dire, attends, là, ça fait depuis 5-6 invités qui fait que ce type de réel, ça veut dire que ça fonctionne. Tu vas voir les scores. Enfin, du coup, moi, je fouine beaucoup et ça me permet après, moi, de tester, après, c'est un temps. Moi, j'adorais avoir quelqu'un qui me travaille tous mes réels sur Insta. Ça me sauverait, je pense, la vie. Mais voilà, il faut essayer de comprendre comment les autres, ils font, quoi. C'est tout simple et c'est comme ça que je me forme, en observant et en regardant les autres faire, se planter, tester et réussir. Très bon enseignement, hein, Céline, hein, l'observation, l'action, la répétition, c'est super, super manière d'apprendre et d'avancer. Nickel. Bon, alors maintenant, les 2 dernières questions, c'est très rapide. Je commence par celle-là, c'est est-ce que si tu avais absolument aucun problème d'argent, quelle société t'aurais voulu créer? Un studio de podcast. Ouais, c'est ça. Ouais, tu n'avais aucun problème, d'aucune sorte de liberté matérielle, financière, etc. Le truc que tu aurais voulu créer. Un studio de podcast. Un média. Ouais, moi, je suis une folle de l'entertainment, en fait. Ouais, donc, c'est ça. C'est vraiment un studio de production de podcasts avec mon studio, mon salon. Ouais, c'est vraiment ça. Et le tien, ça, c'est donc ton studio, ton propre média, ta propre entreprise. Tu as l'endémol du podcast, quoi. Enfin, tu as c'est ça. J'allais te dire, est-ce qu'il y aurait une actuelle entreprise que tu aurais voulu, à la limite, racheter ou tu vois, ou créer toi? Tu te dis, tiens, j'aurais bien aimé être la créatrice j'adorerais, tu vois, être le golden moustache du podcast. Ou tu vois, j'adorerais créer le studio de M6 ou le studio de podcast de TF1. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je reviens. C'est pour ça que je reviens au podcast. C'est pour ça que je reviens au podcast parce que c'est mes premiers amours. Nouvelle 08, c'est la première brique. C'est la première brique de ton studio et de ton média. Voilà, Nouvelle 08. Et puis, je peux pas, j'ai podcast. C'est vraiment, et puis après, toute la partie, tu vois, d'y rajouter des départements de licensing pour chaque licence de podcast que tu peux diversifier en bouquin, en livre audio, de faire plein de choses, quoi. Et tu vois, tout ce que j'ai appris chez M6 Interaction sur la partie diversification, ce serait vraiment, tu vois, c'est podcast interaction, c'est presque ça. Écoute, tu vas le faire, Céline. Tu viens de nous raconter, là, tu viens de le dire. Effectivement, tu as un apprentissage absolument incroyable sur tous les aspects du marketing, des licences, de la promotion. Effectivement, c'est super là de vouloir j'aime le faire en vision board. Mais oui, complètement. Tu vois, même les podcasts, le jour, je voyais pour un film, ils étaient en train de monter un podcast pour la partie promo. Moi, je trouve ça, tu vois, je trouve ça génial, quoi. Et je suis sûre que maintenant que dans les films, je me demande là, c'est le prochain Scream, s'ils vont pas mettre une podcasteuse ou un podcasteur, tu vois, je pense que. Et puis tous les youtubeurs se lancent dans un podcast. Donc je pense que si les youtubeurs se lancent dans un podcast, il y a un vrai. D'ailleurs, moi, ce podcast-là, dans lequel tu m'as fait l'honneur et le plaisir de venir, il est double. Hein. C'est un podcast, moi, qui est audio et vidéo. Hein. Derrière, je le mets sur la chaîne YouTube Je ne perds jamais. Je fais des extraits ensuite pour notre promotion commune. Donc, voilà. Donc, derrière, je fais tout un travail de réutilisation du contenu avec des petits extraits et on est en audio et vidéo. Voilà. Donc, ce qui d'ailleurs me demande. Bien fait. Tu parlais tout à l'heure de boulot, et je peux te dire que ça me demande doublement de boulot, ne serait-ce que sur les plateformes de diffusion, parce que typiquement, pour diffuser en vidéo sur Spotify, il faut aller sur la plateforme de diffusion de Spotify. C'est pas la plateforme des autres. Non, tu vas sur Anchor et qui maintenant est passé en Spotify. Exactement, for podcasters. Exactement. Encore a été racheté par Spotify, c'est devenu la plateforme de diffusion pour Spotify, et typiquement l'autre plateforme que j'utilise pour les autres canaux, ne fait pas le push du format vidéo sur Spotify. Et donc, tu sais que sur Apple Podcast, tu as aussi la vidéo. Hein. Oui. Ah bon? Ça, je savais pas.
oui. Alors, ça, je savais pas. C'est Grégory Puy sur Vlamping. Vlan, ouais. Qui, quand tu lis quand tu veux écouter ton podcast sur Apple Podcast, t'as la vidéo qui s'enclenche. Donc, il y a une vidéo qui est embarquée. Oh, bah, il va falloir que je me renseigne. Ok. Bon, bah, voilà, tu m'as encore donné du travail, encore plus, Céline. Non, mais je pense effectivement que c'est un point. Si demain, il faut de toute façon embarquer la vidéo dans son podcast dans n'importe quel moyen. Enfin, dire, ça peut être en canal de promotion, ça peut être parce que je sais que ça demande du temps et que tout le monde n'est pas au fait du montage, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un support vidéo à faire. Ça peut même être. Moi, je trouve ça intéressant. Le format vidéo, je trouve intéressant. J'écoutais un podcast et par exemple, il y a des podcasteurs pour envoyer leurs invitations. Ils envoient une petite vidéo d'eux à leurs invités. Donc ça, et je trouve que c'est top en fait, parce que ça personnalise, parce que c'est. Alors il y a eu un premier mail. Je crois que c'est vraiment en relance. C'est ce que j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça dans mon petit Notion. J'ai fait un petit Notion externe et j'envoie ça sous forme de lien. Et effectivement, j'ai une petite vidéo de présentation du concept du podcast Je ne perds jamais. J'ai fait ça. Donc moi, non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt génial. Okay. Donc voilà, il faut innover dans le podcast. Est-ce que avant de se quitter, est-ce que tu aurais un ou une invitée que tu aimerais écouter ou voir sur ce podcast que je pourrais inviter? Est-ce que tu as une idée comme ça il y en a plein, mais c'est la question que moi aussi je pose et qu'à chaque fois je bute en touche. Transmets le flambeau. Transmets le flambeau. Sinon tu me diras ça une autre fois. Il y a beaucoup de monde. Mais, non, en fait, moi, j'aimerais justement entendre des gens qu'on voit pas souvent ou qu'on n'entend pas souvent. Il y a Kelly Massol, D'accord. des Secrets de Loli. Je vais me mettre en chasse. Je vais les contacter. Qui a un bel exemple. Après, ça peut être aussi des exemples, tu vois, de sportifs qui ont monté leur entreprise. Ou, bien sûr. La reconversion du sportif, c'est un sujet très intéressant. Justement de celui du sportif qui perd peut-être et qui tout d'un coup doit se remettre en piste et lancer sa boîte. Tu vois, t'as Tiger Chris, c'est Ty Chris, au niveau qui était ancien champion du monde de roller, qui a monté une super boîte dans les télécoms. Tout à fait. Donc voilà, en fait, c'est ces figures-là qui sont passées par une reconversion, et la reconversion, elle est jamais, on quitte pas un métier parce que ça se passe hyper bien en fait. On quitte un métier parce que ça se passe mal, ou il y a quelque chose avec lequel on n'est plus aligné. Donc je trouve que ça c'est intéressant parce qu'à un moment donné, t'as quand même cette notion de remise en cause, pas d'échec, mais en tout cas de remise en question de toi et de peut-être l'échec d'un système qui te convient plus. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Tout le travail de reconversion, effectivement, et de continuer à son autre vie, quoi. Oui. Voilà. Yep. Bon, parfait, Céline. Super. C'est très bonne idée, très bon concept sur lequel tu me relances. Génial. Je t'en prie, Patrick. Céline, j'étais super content et c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir ici. Je rappelle que Céline, c'est une podcasteuse professionnelle. Céline Steyer, retenez ce nom. Les Nouvelles Héroïnes, c'est son premier podcast. Le deuxième, c'est Je peux pas, j'ai podcast. Elle est en train de nous plier le game sur comment on crée, comment on lance, comment on fait du podcast. Donc, surtout comment on amplifie son audience, comment on se fait des thunes. En fait, c'est surtout ça la question. On peut te contacter, Céline, via LinkedIn, si on peut rentrer en contact avec toi. Ouais, nickel. Super. Merci, Céline. Je te dis à très bientôt. On se fera le match retour et tu viendras nous raconter les aventures de comment tout ça s'agrandit. Ok, super. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Céline. À très bientôt. Bye bye. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.